ravi de vous savoir avec nous. Vous êtes au 19h45. Bonsoir à la une de l'actualité. Affaire Ebomaf, selon des révélations, la République de Guinée aurait effectué des virements sur le compte de l'entreprise burkinabé. Ceci dans le cadre des travaux sur le tronçon Kankan-Mandiana et Kankan-Kissidougou. Les biens publics pourraient être saisis des mains des anciens dignitaires des régimes précédents. Cette décision des nouvelles autorités est appréciée par certains d'entre eux qui tout de même souhaitent qu'elle ne soit pas une chasse à l'homme. Et puis les centrales syndicales auront 5 places au Conseil national de la transition. La CNTG en a déjà proposé 4, une démarche unilatérale que les fédérations syndicales de l'éducation dénoncent. Affaire Ebomaf, on en parle encore avec de nouvelles révélations. L'État guinéen ne doit-il rien au groupe Ebomaf? Tout porte à croire que des virements ont été effectués sur le compte de l'entreprise burkinabé par l'État guinéen dans le cadre de la construction des tronçons Kankan-Mandiana et Kankan-Kissidougou, alors que le travail n'a pas été exécuté. Le décryptage de Malik Sangiana Camara. Les chroniqueurs des GG ainsi que d'autres journalistes guinéens se sont rendus à Ouagadougou, la capitale burkinabé, le 24 septembre dernier pour avoir des informations claires sur la clause du contrat qui liait le groupe Ebomaf à l'État guinéen. Apparemment moins documenté pour affronter le PDG de cette entreprise qui avait la charge de construire les tronçons Kankan-Mandiana, Kankan-Kissidougou. Bonkungu dira que l'État guinéen lui doit 500 millions d'euros. Plus loin, il ajoute qu'un terme a été mis à son contrat sans aucun prétexte. De retour au pays, les chroniqueurs des GG continuent des investigations et mettent main sur des documents qui mettent en doute les dires du patron d'Ebomaf. Les premières pièces à conviction sont les avis de crédit émis par les autorités guinéennes sur le compte d'Ebomaf. Il a été demandé à la Société Générale Paris, où la Guinée semble détenir des comptes donc, c'est de faire un transfert de 49 milliards 398 millions 370 592 francs sur le compte d'une société. Et la société, c'est bien la société, c'est l'entreprise Bonkungu, Mahamadou et Fils. Ensuite, un autre virement de plus de 50 milliards de francs guinéens a eu lieu toujours sur le compte d'Ebomaf en octobre 2017. Des virements qui sont effectués des années après la signature des contrats entre l'entreprise burkinabé et l'État guinéen. Pendant ce temps, les travaux sur le terrain n'ont jamais évolué. Un autre avis toujours de la Société Générale qui a reçu ordre de virement du ministère de l'Économie et des Finances toujours en octobre 2017 pour paiement relatif à l'aménagement infrastructure relatif à la construction des routes préfectorales et communautaires en Haute-Guinée. Les journalistes ont assez d'informations à utilité publique, mais difficile pour eux de démontrer ou brandir les preuves. L'accès aux informations publiques est un autre problème pour les investigateurs. Moussa Moïse n'abandonne pas, mais demande un accompagnement. Un chef d'État étranger de la sous-région, en l'occurrence Alassane Dramane Ouattara, demande à Bonkungu. Monsieur Bonkungu, nous avons appris que vous avez des avions appartenant à Alpha Condé. Et Bonkungu dit non, c'est pas vrai. Je demande aux autorités de la Guinée d'enquêter sur cela. Suite à ces nouvelles révélations contre l'entreprise Ebomaf, son président fondateur devrait réagir ce mardi dans les GG pour se défendre. À la dernière minute, Bonkungu a préféré garder le silence. Et c'était un décryptage de Malik Sangiana Camara. Je vous l'annonçais tantôt, les biens publics pourraient être saisis dans les mains des anciens dignitaires des régimes précédents par les nouvelles autorités du pays. L'objectif est de faire profiter à la population tout ce qui appartient à l'État. L'initiative est saluée ce mardi par des acteurs politiques qui souhaitent par ailleurs que cela ne soit pas une chasse aux sorcières. Justin Leno, Abdoulaye Camara. Le patrimoine bâti guinéen vers une vaste campagne de récupération des biens de l'État. En Guinée, il y a bien des bâtiments occupés par des groupes de personnes pourtant censés être au compte de toute la population, s'indigne l'opposant Diabati Doré qui vote pour la saisie des deniers publics de tout genre. La récupération des biens publics, c'est tout à fait normal. Les bâtiments bâtis, les maisons de l'État, les véhicules, les motos, etc., etc.,
Au moment où tu es en fonction, je crois que ça t'appartient à ce temps précis. C'est pour te permettre vraiment d'être dans une meilleure condition pour que tu travailles bien pour l'État. Mais une fois qu'on te débarque, je crois qu'il faut avoir vraiment la grandeur de rendre, parce qu'il y a une autre personne qui t'a remplacé et qui doit occuper. C'est pour cela qu'on dit que c'est pour l'État. Même constat dans les comptes publics, la gabegie financière extrême est regrettée par toute la population. Pour Abdoulaye Kourouma du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, il y a bien de l'argent du contribuable public dans les comptes devenus argent illicite, car bénéficié par un groupe de personnes, nous apprend-il. Le CNRD est dans l'obligation de récupérer de façon légale, je dis bien de façon légale, sans règlement de compte, sans haine, les biens de l'État. Et les gens n'ont pas su faire la différence entre le bien public et le bien privé. Ils n'ont pas fait la différence entre leur poche et la caisse de l'État. Désormais, Diabati Doré et Abdoulaye Kourouma proposent que tous les cadres du nouveau gouvernement d'Union nationale de transition fassent une déclaration de leurs biens. Si tu as une maison, si tu as une voiture, même un vélo, au moins que tu déclares. Et le jour où on va te débarquer, que tu nous dises aussi, voilà le salaire qu'on me donnait ou les privilèges que j'ai eus pendant mon exercice de fonction, voilà ça. Nous allons attendre la lettre de mission du gouvernement, plus l'installation du CNT. Ça va nous permettre non seulement d'analyser et de mener une étude approfondie sur chaque département et chaque ministre choisi. Dommage, le premier ministre de la transition, Mohamed Beavogui, est entré en fonction sans pour le moment déclarer ce qui lui appartient comme bien. Un acte pas trop rassurant, explique les acteurs sociopolitiques qui l'invitent à le faire dans les jours à venir. Et c'est un reportage de Justin Leno. En prélude de l'ouverture des classes, les acteurs du système éducatif se sont réunis ce mardi autour des réunions préparatoires de la rentrée scolaire de l'année 2021-2022. Les fédérations syndicales, les responsables de l'éducation dans les différentes préfectures et régions, ainsi que le département de tutelle feront un travail concerté durant 4 jours. L'idée consiste à élaborer ensemble une feuille de route devant favoriser la rentrée scolaire annoncée pour le 21 octobre prochain. Ali Badara Kamara, Maralek Silla ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Suivez. Au Conseil national de la transition, seulement 5 sièges sont prévus pour les centrales syndicales. L'éducation, qui constitue la majeure partie de la fonction publique, ne doit pas être à la traîne de cette transition. Un point sur lequel s'accordent l'ensemble des fédérations syndicales de l'éducation. L'enseignant est celui-là qui est même dans les quartiers, dans les districts, il est le plus proche des citoyens. Donc il est censé être celui-là qui peut mieux parler des préoccupations des enseignants, des citoyens à la base. Et nous constituons la moitié de l'effectif de la fonction publique, parce qu'il y a 50 875 enseignants. Donc on ne peut pas mettre en place un Conseil national de transition sans pour autant mettre un accent particulier sur le rôle, sur la représentativité effective de l'éducation qui est la base fondamentale de tout développement dans une nation, puisque le CNRD, Conseil national pour le rassemblement et pour le développement. Si on veut arriver au développement impératif, il faut passer par l'école. Et l'école, c'est les enseignants, et les enseignants sont représentés par les syndicats. Au fait, le syndicat de l'éducation, vous savez, la junte militaire a parlé, selon leur communiqué, n'a parlé que des centrales. Mais nous, on se posait la question, est-ce qu'ils savent réellement la différence entre fédération syndicale et centrale syndicale? Les différentes fédérations syndicales doivent se concerter pour déterminer l'identité de leurs représentants. Malheureusement, rien n'est encore fait par ces différentes fédérations syndicales. Nous sommes en train de nous concerter. Nous allons voir comment est-ce que nous allons essayer de procéder à la désignation. Nous avons appris de l'autre côté là-bas ceux qui se déclarent encore être les patrons du mouvement syndical guinéen, ils sont accaparés, n'est-ce pas, de 4 éléments qui vont les représenter. Donc on sera maintenant... le groupe de la CNTG, les syndicats qui sont du côté de la CNTG. Le SLEG version Kadjetba parle de l'insuffisance des 5 places accordées par le CNRD. Elle invite ses pairs à se départir du désordre et faire face aux défis du secteur de l'éducation. Ça, c'est une information qui vient de me parvenir là.
je m'inscris en faux. La CNTG n'est pas de l'éducation, mais l'éducation est partie prenante de la CNTG à travers la Fédération professionnelle de l'éducation, la FSPE. Donc si on dit encore qu'on a donné telle place ou telle place, je voudrais qu'on se départisse de ça, qu'on trouve des techniciens, que ce soit 2 personnes, que ce soit 3 personnes dans le mouvement syndical pour pouvoir porter haut les préoccupations des travailleurs dans toutes les entreprises, de la fonction publique, du privé et des mix. Pour le moment, rien n'est clarifié dans la représentation des fédérations syndicales au Conseil national de la transition. 5 places octroyées aux centrales syndicales au Conseil national de la transition. Selon Aboubakar Souma, la CNTG a déjà proposé 4 places, attitude que les fédérations syndicales de l'éducation nationale dénoncent et invitent le CNRD à faire la différence entre les centrales syndicales et les fédérations syndicales pour éviter les grincements de dents. Sur la question, Ali Badara Kamara et Amar Alexila ont rencontré certaines fédérations syndicales de l'éducation. Suivez. Ce sont les directeurs communaux et préfectoraux de l'éducation, des inspecteurs régionaux ainsi que les structures syndicales de l'éducation nationale qui sont mobilisés pour les concertations préparatoires de la rentrée scolaire prévue ce 21 octobre. L'idée est de tirer les leçons de l'année scolaire écoulée à travers un état des lieux et valider le document pédagogique. On a demandé les encadreurs scolaires de rejoindre leur poste et de préparer les documents pédagogiques, de faire l'assainissement des écoles et de préparer les groupes pédagogiques, c'est-à-dire tout ce qu'il faut comme préalable de préparer ça. Ensuite, au niveau central aussi, on a préparé des paquets de documents pédagogiques que nous sommes en train de partager avec eux parce qu'on s'était dit, si on envoie seulement les documents et qu'ils ne viennent pas ici pour qu'on partage ensemble, certainement certains vont comprendre autrement. Durant 4 jours, les syndicats de l'éducation du pays prendront également part à l'harmonisation de la liste des établissements d'enseignement privés et publics, centres NAFA et écoles communautaires. Un corps partenaire du système éducatif qui s'engage à observer le calme pour le bon déroulement des cours. Pour nous, pendant cette période de transition, c'est une période transitoire, une période spéciale. Nous allons mettre toutes ces revendications de côté. Nous allons voir ensemble, n'est-ce pas, pour que nous puissions vraiment faire en sorte que tout change au niveau de l'éducation. Un travail concerté qui implique aussi la Fédération guinéenne des parents d'élèves et amis de l'école. Convaincus des défis auxquels les parents d'élèves sont confrontés dans la formation des élèves, la présidente a plusieurs attentes. Vous constaterez que l'année scolaire, c'est 37 semaines. Mais c'est 26 semaines qui sont enseignées. C'est de voir que dans ces 26 semaines-là, comment achever le programme d'enseignement scolaire. Déjà, nous sommes en retard de 2 semaines. Donc, il nous reste 24 semaines à enseigner dans l'année scolaire. Donc, c'est de revoir tout cela ensemble et pour que les parents sachent ce qui est en train d'être fait au courant de l'année pour qu'on puisse intervenir au moment opportun. Outre les objectifs de cette série de concertations préparatoires, l'implantation des filières au lycée est aussi l'un des points d'innovation du MENA pour l'année scolaire 2021-2022. Même sillage, autre volet, la Coalition nationale des professionnels de santé a organisé une réunion de concertation hier lundi. Il était question de définir les critères de choix de ceux qui doivent les représenter au sein du Conseil national de la transition. Antoinette Dédé Onivogui nous en dit plus. Autour d'une table, ils ont ensemble défini le profil de celui ou celle qui doit les représenter dans les instances de prise de décision au sein du CNT. Cette démarche initiée par la CONAPROS est nécessaire selon son président. Coalition nationale des professionnels de santé qui fédère toutes les associations qui évoluent dans le secteur de la santé et les associations professionnelles se voient le droit de faire cette réunion pour qu'ensemble on cherche à définir les personnes, le profil des personnes surtout, qui doivent gouverner le système de santé désormais. Donc c'était la question. Parce qu'il y a beaucoup d'organes qui sont liés à la transition. Le premier organe de la transition aujourd'hui, c'est le gouvernement. Il y a aussi le CNT. Il y a d'autres aussi qui sont en gestation. Ces critères sont entre autres
conformément à ses objectifs et ses orientations, et sa mission qui est la moralisation de la vie au niveau du système de santé, c'est de faire en sorte que les gens qui doivent être choisis au niveau du système de santé soient des personnes qui sont intègres, qui sont à l'écoute des professionnels de santé, qui répondent aux aspirations un peu de notre système de santé. Être des acteurs et non des sujets, voilà ce qu'attend la CONAPROS des nouvelles autorités. Aujourd'hui, l'attente des professionnels de santé, c'est beaucoup plus lié à la gouvernance du système. Parce que nous pensons que notre système de santé est en lambeaux. Il faudrait chercher à faire en sorte que le système se réveille. C'est une machine qui est grippée. Il faut chercher à activer la machine pour que les choses puissent marcher très rapidement. Et que dans les futures décisions qui vont découler au niveau du secteur de la santé, que nous soyons des acteurs et non des sujets. Au cours de cette même concertation, la CONAPROS a émis le souhait de sensibiliser les différentes structures de santé sur l'éthique et la déontologie médicale. La société civile guinéenne a dévoilé ce mardi sa toute première observation sur le déroulement de la transition du CNRD à travers le comité citoyen de suivi de la transition. Les acteurs de la société civile ont salué, entre autres, la nomination d'un Premier ministre dont le profil répondrait aux normes et le recueillement du colonel Mamadi Doumbouya sur l'étang des victimes des manifestations politiques. Le CCST souhaite à ce que les actes continuent à être positifs. Justin Leno, Djibril Kabak-Kamara. Il s'agit de sa toute première observation. Dans son contenu, le comité citoyen de suivi de la transition salue les actions déployées par le président du CNRD à travers des recueillements sur les tombes d'anciens chefs d'État, mais aussi des victimes de violences politiques au cimetière de Bambeto et des visites de courtoisie effectuées dans les familles de feu président Ahmed Sékou Touré et Lansana Conté, ainsi que chez le patriarche de la Basse-Côte. Le CCST voit dans ces actions une réelle volonté d'apaisement pour une réconciliation effective entre les fils et les filles de Guinée, tout en traduisant ainsi la reconnaissance des nouvelles autorités envers leurs dévanciers. Le comité citoyen de suivi de la transition salue également la nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, et se réjouit de ces choix qui a été favorablement accueilli par la majorité des Guinéens et dont le profit de l'homme correspond aux valeurs et principes définis dans la charte de la transition. Le CCST apprécie la structure du gouvernement qui traduit la volonté du CNRD d'alléger les charges de l'État à travers la réduction du nombre de départements ministériels. Il rappelle que cela s'inscrit dans le cadre du respect des engagements relatifs à la bonne gouvernance et exprime son souhait de voir à la tête de ces départements des Guinéens et Guinéennes intègres et compétents. Tout n'est pas rose. La société civile a déploré la visite inopinée des agents des forces de sécurité dans les locaux du groupe de presse Joma Media. Ils invitent Mamadi Doumbouya à faire la lumière sur cette situation. Sans mandat et à une heure tardive, dans les locaux du groupe Joma Media et dans certains domiciles privés, des éléments encagoulés et en tenue militaire qui se sont livrés à des actes de violence et invitent les autorités à en donner des suites légales. Pour terminer, le comité citoyen de suivi de la transition a sollicité la continuité des opérations de déguerpissement entamées par l'ancien ministre de l'Urbanisme Ibrahima Kourouma, mais aussi la récupération des deniers publics annoncés par le CNRD. Et puis, il vous souviendra, au mois de juin passé, des experts tunisiens étaient venus à la clinique Sidibé suite à un partenariat scellé avec la clinique La Rose de Tunis. Ces médecins et biologistes de renommée internationale étaient venus partager leur expérience dans le domaine de la fécondation in vitro et l'assistance médicale pour la procréation, c'est-à-dire assister les couples à avoir des enfants. Et ceux qui sont en difficulté avec ces expériences, des résultats ont été enregistrés à la clinique Sidibé. Malik Sangiana Kamara pour ce publi-reportage. Ce résultat de l'échographie donne la satisfaction à ces couples. Ce bonheur est le fruit de l'expérience de la fécondation in vitro
depuis le mois de juin passé avec les experts tunisiens de la clinique Sidibé à Kobaya Bafon dans la commune de Ratoma. Depuis le mois de mai 2021, on est entré en contact avec eux pour les premiers traitements. Mais ça a donné, ils nous ont fait des recommandations pour les traitements, des analyses à faire, on a suivi à la lettre. Et après, maintenant, ils ont fait leurs travaux également. Et aujourd'hui, on a vu que le résultat est là, il est positif. Ils viennent de nous faire de l'échographie de madame. Et pour déterminer un peu le stade de développement de l'embryon. Et là, nous voyons que l'embryon est à 11 semaines, ce qui correspond exactement à la date d'implantation, c'est le 25 juillet 2021. Et ils nous ont donné également les différents organes que nous voyons ici, que vous pouvez voir sur cette pellicule. Une fierté pour le personnel médical du centre. À ce rythme, ces médecins et biologistes s'engagent à accompagner les patients à réaliser leurs rêves. À partir de 37 ans, c'est-à-dire en dessous de 37 ans, les chances de réussite sont de 25% à peu près. Au-delà de 37 ans, ça tombe à 12%. À partir de 40 ans, c'est 9%. Et à 42 ans, c'est 5 à 6%. Les femmes qui répètent, qui font plusieurs fécondations in vitro, à partir de 2, 3, 4 tentatives, elles ont 65% de réussite, jusqu'à 65% de réussite. On a eu 2 grossesses. Donc on est assez content vraiment de voir les premiers bébés issus de FIV naître chez nous. On a déjà les embryons, on les voit à l'écho, on est content, mais il faut croiser les doigts que les grossesses arrivent à terme. Ce bébé, une fois mis au monde, sera appelé bébé éprouvette. Une expérience en Guinée, un bébé provenant d'une fécondation in vitro. Et voilà, ce journal s'achève. Il a été réalisé par Mamadou Kalisso. Merci pour l'attention. Les infos reviennent à 22h. Prenez soin de vous et bonne soirée sur Espace TV.